d'être venu, d'être parmi nous ce soir, à nouveau, pour cette deuxième événement projection. Mais c'est fini, oui. Alors ce soir, j'ai plein de garçons avec moi, alors ils sont insupportables. Hein. Alors lui est insupportable, il devrait nous montrer l'exemple parce que c'est notre président, Michel. Notre président, pas celui de dimanche. Hein. Voilà, le vrai. Michel, président d'ACTA. Bonsoir. Qui organise la soirée. Voilà. Donc la soirée projection est organisée par ACTA avec le soutien de L214. Mais ACTA a été un petit peu en retrait pour cet événement et on a laissé un petit peu la place aux jeunes, voilà, nos jeunes bénévoles. Donc l'événement a lieu grâce à Raphaël, voilà, organisateur et qui travaille au cinéma. Clément également, qui nous surveille de là-haut. Voilà, et également Sophie. Voilà, donc c'est un travail intempestif de ces 3 personnes. Et on remercie également nos bénévoles assidus qui sont Nicolas, Roxane, Jean-Maxime, Amadeus pour ce soir qui étaient soit au stand ACTA, soit à l'entrée avec qui vous avez pu discuter. Et bien sûr, Émilie, Alexis et Laura pour L214 qui étaient là également. Voilà. Quelque chose à dire. On a également eu Vegan Eco qui était présent, ils sont repartis. Nous avions le food truck Wayo, donc j'espère que vous avez bien mangé, tous. Voilà. Également, notre intervenant qui a pu vous dédicacer des livres où vous avez pu échanger avec lui, donc Geoffrey Le Guilcher. Et je remercie bien sûr ACTA, L214, Vegan Eco qui est venu et au dernier moment j'ai prévenu Christophe et il a répondu oui direct. Donc c'est cool. Avec son avec iBoycott. Vous allez voir le film et après Geoffrey Guichet, le journaliste, va venir parler de son expérience dans les abattoirs. Donc restez après le film. Voilà. Merci. Bonne... Comment est venue cette idée de s'infiltrer dans un abattoir? En fait, depuis 3 ans à peu près, on a vu émerger les vidéos d'L214 qui fait des infiltrations dans les abattoirs, principalement là où les animaux sont vivants, c'est-à-dire par exemple pour un abattoir de bovins dans la bouverie et à l'endroit qu'on appelle la tuerie. Et donc en fait, L214 par ses vidéos a remis au centre de la place publique des lieux qui étaient oubliés, alors évidemment qui n'étaient pas oubliés des milieux militants ou des gens qui sont concernés par la question animale, mais qui étaient totalement oubliés des gens lambda qui ne sont pas du tout sensibilisés à la question. Et en fait, ce qui moi m'a touché premièrement, c'est que ils ont soulevé un premier tabou, donc quasiment l'existence de ces lieux qui ont été créés en fait pour cacher ce qu'on appelait à l'époque la tuerie. On tuait les animaux soit à la ferme, soit en centre-ville. Et donc on crée les premiers abattoirs pour des questions d'hygiène, mais aussi pour cacher la tuerie, parce que les autorités publiques considéraient que c'était un moment qui était tellement violent que ça pouvait donner des mauvaises idées entre humains. Donc on a décidé, par un décret impérial en 1801, de créer le premier abattoir en banlieue de Paris, et donc on transforme aussi les mots, c'est-à-dire qu'on végétalise, a dit un historien, les animaux, on parle d'abattage et puis de tuerie. La tuerie, le nom est resté dans l'abattoir, mais c'est plus qu'une partie de l'abattoir, elle est cachée dans un bâtiment. Ce qu'on appelait écorcher les bêtes, ça devient l'équarrissage. Il y a par exemple le fait, on parle d'étourdir, hein. Il y a tout un débat autour de l'étourdissement, je sais que vous avez dû voir que ça a été... En Belgique, maintenant on ne peut plus, depuis cette semaine, c'est en tout cas du côté d'une région belge, parce qu'ils ont 3 ministres différents du bien-être animal à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, c'est plus possible de tuer les animaux sans étourdissement. Mais derrière ce mot, l'étourdissement c'est quoi?
c'est soit enfoncer une tige de métal dans le cerveau de l'animal avant qu'il soit égorgé, soit le plonger dans une fosse à CO2, soit l'électrocuter. Voilà. Donc, tout ce vocabulaire, cette espèce de novlangue fait partie aussi de ce qu'on cache en fait. Et donc voilà. Donc ça c'est au départ, moi en voyant ces vidéos, je me suis dit mais tiens c'est étonnant, on a l'impression qu'on met une caméra dans n'importe quel abattoir et on a l'impression qu'on voit des bourreaux derrière émerger. Dans les vidéos d'L114, on voyait beaucoup d'actes de cruauté. On l'a vu avec le premier procès, la première condamnation d'un ouvrier qui a eu lieu ce mois-ci. Et donc il y en a d'autres qui arrivent, puisqu'à chaque fois que L214 soulève des pratiques illégales ou des actes de cruauté, derrière ils portent plainte. Donc voilà, moi dans ce contexte-là, j'ai vu ça, j'ai commencé à lire les livres sur le sujet, à m'intéresser au rapport, à la commission d'enquête parlementaire qui venait d'être lancée. Donc je suis allé voir les députés qui travaillaient dedans, je suis allé voir L214 pour comprendre comment on s'infiltrait dans un abattoir, s'il y avait des choses particulières à prendre en compte. Le problème, c'est que en fait, moi je voulais vraiment comprendre qui travaillait dans les abattoirs, quel était le rapport des hommes vis-à-vis de la mort, des animaux, qui ils étaient, quel taux de violence, d'actes de cruauté il y avait, et aller voir ce lieu tabou qui est donc la tuerie et qui est de plus en plus caché, puisque maintenant, même au sein des abattoirs, on la cache du reste de l'usine. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça à imaginer de me créer une fausse identité, un faux profil et de changer un peu de tête parce que bon voilà, comme il y avait plein d'éléments qui pouvaient me trahir, par exemple le fait que je faisais pas un métier manuel habituellement, donc si en plus j'arrivais avec des petites lunettes de journaliste parisien, ça allait être compliqué de passer inaperçu, donc je me suis rasé la tête, j'ai mis des lentilles et puis j'ai inventé un faux passé de maçon. Alors non pas que je sois connu, mais si vous tapez mon nom sur internet, vous allez voir que mes travaux journalistiques. Et le problème, c'est qu'en fait, les abattoirs sont devenus un peu, en panique de se faire infiltrer par L214. Donc du coup, par hypothèse, je me suis dit qu'ils pouvaient checker les noms, ce que m'ont confirmé d'ailleurs les deux fondateurs d'L214, m'ont dit qu'ils faisaient de plus en plus attention, parce qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient éviter qu'ils puissent s'infiltrer. Et donc du coup, le problème c'est qu'il faut donner ses vrais papiers d'identité. D'ailleurs, Sébastien Arsac, l'un des deux cofondateurs avec Brigitte Gauthier, ne peut plus faire d'infiltration comme il faisait avant, parce qu'il en a fait beaucoup, que sa tête est connue et que voilà, c'est plus possible pour lui d'en faire directement. Ou alors, comme on l'a vu dans l'abattoir de Houdan, il peut y aller la nuit cagoulé, mais voilà, il ne peut plus se faire embaucher comme avant. Et donc du coup, il faut donner des vrais papiers, voilà, à une agence d'intérim qui check l'identité. Donc moi, l'idée que j'ai trouvée, ça a été de dire que, en fait, de donner mes vrais papiers, mais d'utiliser mon deuxième prénom, donc Albert, et non pas Geoffrey. Et du coup, sur Internet, voilà, c'est le prénom de mon grand-père, et donc à son époque, il n'y avait pas trop d'existence numérique. Donc du coup, il n'y a rien. Et donc ça réglait le problème de si jamais il voulait un peu regarder qui j'étais. Et donc, ça a créé quelques problèmes avec l'agence d'intérim qui ne comprenait pas pourquoi je ne m'appelais pas par mon premier prénom, mais bon, vous avez déjà peut-être connu des gens qui utilisaient que leur deuxième prénom. On peut même faire des démarches juridiques pour l'obtenir, donc j'avais inventé toute une histoire pour dire que j'étais dans cette démarche-là. Donc bref, ils ont fini par accepter, et à l'abattoir, ils ont connu que Albert, en fait. Alors évidemment, je suis arrivé le premier jour, j'ai choisi, l'un des plus grands abattoirs d'Europe, qui tue 2 millions d'animaux par an. Donc ça fait 8500 cochons par jour et 600 vaches. Il faut imaginer que c'est comme une ville, en fait, installée sur 2 petits villages bretons. Pour vous donner un peu une idée, ça s'étale sur 2 millions de mètres carrés, c'est l'équivalent de 10 à 15 hyper-rues en grands bâtiments qui se suivent. Ils ont planté 40 000 arbres autour pour un peu cacher ça. Et ils ont installé une station de retraitement des eaux usées équivalente à une ville comme Ajaccio de 70 000 personnes. Voilà. Donc c'est vraiment un monstre. Et donc le premier jour, voilà, quand j'arrive, moi je voulais viser un abattoir industriel comme ça et non pas un petit abattoir municipal. En France, il y a grosso modo 2 types d'abattoirs, ce qu'on appelle les abattoirs municipaux, qui sont plutôt des petits abattoirs. Il y en a aussi des moyens, comme à Limoges, où Mauricio a révélé l'abattage des vaches gestantes.
Donc il est devenu le premier ouvrier à collaborer et à être lanceur d'alerte avec L214, le premier ouvrier d'abattoir à faire ça, et le seul jusqu'à présent. Et lui, voilà, son abattoir municipal était quand même assez important, mais c'est une exception. La plupart, c'est quand même des petits abattoirs qui, en gros, fonctionnent avec un système où plusieurs communes se regroupent et financent et subventionnent l'abattoir pour soutenir les derniers petits éleveurs qu'il y a dans la région. Et à côté de ça, il y a des mastodontes du groupe, notamment Bigard, Socopa, ou alors qui appartiennent directement à des gros supermarchés, des grandes chaînes d'alimentation, et qui, eux, voilà, ont des moyens de décupler. Donc comme l'abattoir où j'étais, moi j'ai choisi un abattoir comme ça parce que je voulais voir avec quel outil, quelle machine et dans quel environnement on pouvait tuer 1 milliard d'animaux par an en France, ce qui me semblait incroyable quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi un abattoir industriel et pas un abattoir municipal. Et donc voilà, le premier jour où je suis arrivé, je me concentre, j'ai une fausse vie, je veux vraiment commencer à gagner la confiance pour après pouvoir m'infiltrer derrière la tuerie, éventuellement parler avec différentes personnes dans l'abattoir, voilà, comprendre ce qui s'y passe. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mentir sur votre identité, mais voilà, moi j'arrive dans la salle le premier jour, je parle avec un premier ouvrier, là tout d'un coup il y a un chef qui arrive qui me fait « Toi, comment tu t'appelles ?» Et moi je dis « Geoffrey, non, Albert. » Alors il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc je fais « Non, en fait je m'appelle Albert, mais donc je change de sujet. » Et en fait j'ai failli m'en mêler les pinceaux dès la première heure quasiment, alors que j'avais préparé l'infiltration depuis des mois, avec un faux CV, plein de choses. Donc voilà, ça a été les premiers trucs les plus durs, c'est bête, hein, mais c'est juste quand on vous demande votre prénom, d'avoir le réflexe de ne pas dire le vrai, quoi. Et voilà, petit à petit, donc moi on m'a mis sur un poste. Donc alors, le premier jour j'étais un peu déçu parce que j'avais déjà visité l'abattoir un mois avant et j'avais validé le choix de cet abattoir parce qu'en fait, contrairement à plein d'abattoirs justement, la tuerie était visible du reste de la chaîne. En fait, la tuerie, pour y accéder, c'est le lieu le plus tabou de l'abattoir. Pour y accéder, il faut avoir travaillé 11 mois dans l'abattoir, être sorti du statut d'intérimaire, avoir un CDI, et là on vous fait entre guillemets confiance, on vous a checké, vous pouvez y aller. Sauf qu'en fait, quand je suis revenu un mois plus tard, ils avaient construit un mur autour de la tuerie. Parce que ils avaient expliqué, donc ça je le raconte dans le livre, je commence ça aussi, donc du coup essayer de comprendre pourquoi. Et en fait c'est parce qu'ils avaient peur d'une infiltration d'L214. Et donc du coup, pour contourner ce mur, je vais passer une bonne partie du temps à essayer de trouver des stratégies pour aller derrière le mur et y arriver le dernier jour. Et d'un autre côté, et c'est là où en fait je vais en apprendre le plus, je vais me mettre à arriver beaucoup plus tôt le matin que les horaires qui me sont attribués pour pouvoir parler à ceux qu'on appelle les tueurs en fait. Et comprendre déjà s'ils ont un profil un peu particulier, comment ils fonctionnent. Donc ça c'est un chapitre entier qui permet de comprendre ce qui se passe dans cette zone-là et qu'est-ce qu'on voit aussi sur les vidéos d'L214. Et donc moi, j'étais à un poste qui s'appelle le parage. Donc les animaux arrivent déjà tués et le cadavre de l'animal est coupé en deux juste avant moi et moi je dois dégraisser en 1 minute une vache entière. 1 minute pile et dans la minute je dois aussi aiguiser mon couteau, le passer dans un jet avec une eau brûlante et me laver les mains. Et du coup, je suis sur une nacelle qui est comme ça, avec des pédales pour monter et descendre au plafond. Et voilà, donc je suis formé en 1 semaine et on me jette sur la chaîne. Et après, il faut tenir la cadence. 8 heures par jour, 1 vache par minute et une pause de 20 minutes. 20 minutes, c'est quand vous quittez la nacelle et que vous revenez. À la fin du documentaire, il y avait une dame qui disait que comment dire, les ouvriers qui étaient dans cette industrie étaient aussi des victimes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté, c'est-à-dire que dans cet outil industriel, c'est pas le même degré, parce que les animaux perdent la vie, donc c'est pas pareil, mais les hommes perdent leur santé, parfois mentale. Il y a vraiment une chosification mutuelle, et des gens qui travaillent dans l'abattoir, et des animaux d'ailleurs, même les employés eux-mêmes, dans le documentaire. Il y a un documentaire qui a été tourné, Les Seigneurs, il y a un ouvrier qui dit qu'il imagine qu'il travaille sur des cartons. Moi, il y avait des collègues qui me disaient qu'ils ne pourraient pas travailler à la tuerie, par exemple, ils ne se verraient pas tuer un animal, alors qu'ils vont tous les jours, ils travaillent dans un abattoir. Mais sur une chaîne, il y a sur 100 personnes, par exemple la chaîne bœuf où j'étais, il n'y avait que 5 personnes qui travaillaient avec les animaux vivants, donc il y avait un contact direct
Pour le reste, voilà, on a fermé la tuerie, on a, comment dire, l'abattoir est presque une métaphore de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que déjà, les abattoirs sont cachés en périphérie ou en campagne, et au sein même de l'abattoir, on reproduit ça, cette occultation. Donc, quand on essaie de comprendre pourquoi, on se rend compte que, en fait, c'est l'occultation à la fois par les termes, comme je le disais au début, ou par le côté physique. C'est le seul moyen, en fait, de dissimuler, d'éviter qu'un être humain se rende compte de ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre un maximum de barrières à plein de niveaux pour éviter de provoquer voilà, ce qu'une rencontre avec un animal peut faire, par exemple. Donc, même au sein de la tuerie, vous allez me dire, mais alors les gens qui travaillent avec les animaux vivants, ils pourraient se rendre compte, déjà il y en a qui quittent l'abattoir, qui s'enfuient, soit le premier jour, soit la première pause, soit la première semaine. Moi, quand j'y étais, il y a plein de collègues qui sont partis au bout d'une semaine, un autre au bout de 2 semaines. Et en fait, comment dire, il y a quelqu'un aussi qui a dit ça, les gens qui travaillent là, ils n'ont pas choisi d'être là. Il y en a, ils viennent là pour payer un crédit, il y en a d'autres parce qu'ils se sont fait virer d'une autre usine. Il y a comment dire, et avec le mensonge qui est mis autour, ou l'occultation, on peut moralement se raconter que c'est acceptable. Alors qu'au final, le seul moment où l'ouvrier va, on va dire, constater qu'il y a un mensonge qui lui est fait, c'est quand il lui arrive un accident. Il faut savoir que c'est le métier où il y a le plus d'accidents, où il y a le plus de maladies professionnelles en France, l'agroalimentaire, et notamment dans les abattoirs où il y a des gros animaux. L'industrie agroalimentaire s'est organisée un peu bizarrement, c'est-à-dire que plus les animaux sont gros, plus c'est des hommes qui travaillent, plus les animaux sont petits, plus c'est des femmes, plus on s'approche de la tuerie, plus c'est des hommes, plus on s'approche de la barquette, plus c'est des femmes, et dans la hiérarchie, c'est que des hommes. Donc par exemple dans mon abattoir, c'était vraiment que des hommes, du premier chef qui vous gueule dessus, au chef de chaîne, à tous les gens. Et c'est comment dire, et c'est au moment où il y a un accident que parfois l'ouvrier comprend qu'il y a un problème, c'est-à-dire que lui, il pense qu'il se bat pour voilà, un travail, il nourrit les gens, la société, enfin voilà, ça dépend des ouvriers parce que chacun a un discours différent, mais disons qu'il y a ça qui revient souvent, quoi. La peur des L214, ils vont casser, ils parlent beaucoup de l'association L214, ils vont casser notre business, etc. Les gens mangent moins de viande. Et en fait, le jour où moi j'ai assisté à ça, un ouvrier qui avait 50 ans, et son médecin personnel lui a dit qu'il voulait l'arrêter définitivement, parce que voilà, il n'arrivait plus à rester 5 minutes assis ou 5 minutes debout, il avait une double sciatique, et il disait que s'il continuait la chaîne, il allait finir en fauteuil roulant. Et en fait, au moment où il nous explique ça dans le vestiaire, il vient de voir la médecin de l'abattoir qui lui a dit mais en fait, votre maladie, elle n'est peut-être pas d'origine professionnelle. Ça fait 25 ans qu'il travaille en abattoir, 15 ans dans celui-là, et il déplace des panses toutes les minutes de 100 kilos. Et donc, en fait, il était fou, quoi. Vraiment, il trouve un chef et il s'exprime face à lui, il lui dit « Ouais, c'est n'importe quoi, nanani », et le chef lui dit « Mais t'inquiète, ils vont te trouver un job où tu pourrais être un peu assis, un peu debout. » En fait, il faut savoir que les abattoirs, c'est une industrie qui n'est pas rentable. Et du coup, afin d'essayer de rester à flot, ils contestent quasiment tous les accidents ou les maladies, l'origine professionnelle, on va dire, des accidents et des maladies. Et du coup, ça donne... c'est la sécurité sociale qui décide, en fait, si ce sera d'origine professionnelle ou pas. Mais l'abattoir, lui, peut contester, faire une procédure à côté. Alors ça paraît anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas pour un ouvrier qui croyait qu'il se battait pour une entreprise qui le défendait et qui se retrouve jeté comme ça du jour au lendemain. Symboliquement, voilà, c'est le moment où on peut percevoir que le discours que certains ouvriers très pro, pas tellement industrie de la viande au final, mais plus pro leur propre travail, leur fierté, quoi, ce qui leur fait ramener de l'argent, se déchire. Donc voilà, après il y a plein d'autres points intéressants, mais peut-être que c'est peut-être mieux si on échange. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais on peut essayer de voir s'il y a des questions. Quel a été l'impact psychologique pour toi? Moi perso je fais ça comme alors il y a eu plusieurs impacts. Déjà, moi il faut savoir que c'est ce que je raconte dès le début du livre. Je viens d'une famille de viandards, je mangeais de la viande, j'avais jamais réfléchi au sujet avant. Donc déjà j'ai arrêté d'en manger pendant que j'étais là-bas.
c'était même pas vraiment conscient, je pouvais pas. En fait, je voulais pas retrouver l'odeur qu'il y avait à l'abattoir. L'odeur est très particulière. En fait, c'est le premier truc qui vous touche de l'abattoir, même avant même de le voir. Vous le sentez à des kilomètres à la ronde. Alors quand vous approchez, voilà. Et puis le bruit après. Donc voilà, ça c'est l'impact psychologique. Je pense que je l'ai supporté et j'en avais parlé un peu avant et après, parce qu'après j'ai aussi fait un documentaire sur le sujet où on suivait un infiltré d'L214 qui pleurait tous les soirs devant les vidéos qu'il ramenait. Et en fait, on en parlait avec Sébastien qui lui avait pas ce phénomène-là de pleurer tous les soirs, moi non plus. Mais je pense qu'en fait, quand je revenais de ma journée de travail et que j'avais mes 2 à 3 heures de notes, tous les soirs, je m'astreignais à raconter tout ce que j'avais vécu, les dialogues, les scènes, être le plus précis possible. Je suis revenu avec des 5 à 6 fois plus de notes que la taille que fait le livre actuellement. C'était comme une catharsis en fait, je savais pourquoi j'étais là en fait chaque soir, je savais exactement pourquoi j'étais là. C'est-à-dire que ce que je découvrais me faisait halluciner, tant sur ce qui était fait aux animaux que ce qui était fait aux hommes. Et en fait la double violence indissociable, si on veut comprendre ce qui se passe dans un abattoir, pourquoi c'est un lieu tabou, historiquement mais même aujourd'hui, pourquoi c'est des lieux tabous. En fait, il y a un industriel qui m'a dit ça une fois, il m'a dit « Ouais, mais pourquoi est-ce que vous défendez une loi qui met des caméras dans les abattoirs et plein d'autres positions qui n'ont pas été adoptées ?» On pourra en parler si ça vous intéresse dans l'actuelle proposition de loi qui est une coquille vide, même s'il y a la vidéo. Il y avait plein d'autres mesures qui n'ont pas été retenues. Pourquoi pas en mettre dans les supermarchés, partout, etc. Mais non, justement, c'est la particularité d'un abattoir et c'est que c'est tabou, c'est que c'est un peu... ça rejoint un point commun des prisons ou des centrales nucléaires, même si c'est très différent, c'est tabou. Et le tabou, il a 2 siècles. C'est l'acte de naissance de l'abattoir. Donc voilà, tout ça pour dire que sur le coup, ça allait, c'est un grand mot, mais disons que je me concentrais sur ma mission. Je voyais les effets qu'avait ce tabou sur les gens, sur l'organisation, sur la violence faite aux animaux qu'on peut raconter aussi en allant chercher sans filtre une parole qui d'habitude est emprisonnée parce que quelqu'un qui travaille dans un abattoir, vous lui demandez ce qu'il fait, déjà il va pas forcément vous dire qu'il travaille dans un abattoir, il va peut-être vous dire qu'il travaille dans une boucherie, dans une usine, parce qu'il connaît la réaction, et s'il dit qu'il travaille dans un abattoir, il n'y aura pas de deuxième question. Ça va s'arrêter là, et lui-même s'auto-censure. Moi j'ai un oncle du côté d'Orléans qui est à la retraite maintenant, mais qui a travaillé 30 ans de sa vie dans un abattoir, je sais toujours pas à quel poste il était. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder, quoi. Donc ça dit quelque chose. Par contre, dans l'entre-soi, entre ouvriers, la parole elle est libérée, pas sur la chaîne, donc c'est pour ça que dans mon infiltration que je voulais un peu totale, je voulais prendre les mêmes drogues qu'eux, vivre sur place, aller au bout de la nuit dans des soirées, chercher des histoires qu'on n'a pas sur la chaîne, parce que bah, voilà, une journée de 8 heures avec 20 minutes de pause, où vous êtes vous-même déshumanisé, quand vous avez dans vos 20 minutes, c'est quand vous quittez le podium et que vous revenez, donc il faut changer, voilà, et revenir, être là au bout de 20 minutes, donc en fait vous avez 12 à 14 minutes de repos pour manger, boire un café, c'est pas le moment où vous allez parler. Pourtant moi je posais plein de questions évidemment, parce que je jouais le petit curieux au départ, c'était une de mes tactiques d'approche, quoi. Mais en fait j'ai eu beaucoup plus d'histoires la nuit, dans des nuits blanches, dans des nuits, dans des week-ends entièrement sans dormir avec eux, enfin à suivre leur rythme, parce qu'ils font pas mal la fête. Et voilà, donc après psychologiquement c'était très intense, mais je savais ce que j'étais venu chercher, j'avais étudié le sujet pendant des mois avant, je savais que j'étais en train de trouver ce que je voulais, sauf le mur qui m'a posé quelques problèmes, mais après vers la fin je trouve un moyen de le contourner en allant parler aux tueurs. Voilà, donc en fait le fait de savoir pourquoi je suis là et ça faisait à la fois catharsis et ça me créait un équilibre dans ce monde déséquilibré un peu. Et je pense que c'est le cas pour les militants qui sont antispécistes et qui arrivent à faire plusieurs infiltrations. Il y en a peu qui arrivent, mais ceux qui arrivent, comme Sébastien par exemple, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là et qu'ils aient l'impression que ça sert à quelque chose, et du coup ils arrivent à se créer un équilibre là-dedans, sinon c'est pas possible, on s'auto-détruit et c'est pas le but. Et puis voilà, je suis reparti, je suis déjà pas épais, mais j'avais quelques kilos en moins, voilà, il y a pas mal d'impacts comme ça différents, mais je crois qu'il y avait une question après.
Ouais, juste dans la continuité de ce que tu disais, tes collègues avec lesquels tu as passé pas mal de temps, leur alimentation à eux, est-ce qu'ils étaient contributeurs de leur job, ou est-ce qu'il y avait des végétariens par exemple? Est-ce que des gens étaient en transition? Non, il n'y avait pas de végétariens. En fait, je pense qu'il y a une phrase qui a été assez juste à un moment donné. La fille là, qu'on suit, qui est un des fils rouges du documentaire et qui est végane, et à un moment donné, il y a une scène où elle se retrouve face à ses parents, et on voit que ses parents sont un peu mal à l'aise, essayent de justifier un peu pour comment ils n'ont pas accepté tout de suite son choix. Et sa mère dit une chose très juste, c'est que la viande c'est aussi une addiction. Et en fait, moi dans l'usine où j'étais, ça m'a fait penser un peu à des usines à cigarettes où on donnerait des cartouches aux ouvriers pour les habituer, c'est-à-dire qu'il y a de la viande qui est donnée gratuitement toutes les semaines. On a le droit à 20 à 30 euros d'un petit package en échange d'aller faire quelques dégustations et noter ce qu'on a testé. Alors je voulais le faire mais j'ai pas pu le faire parce que enfin, à chaque fois j'ai annulé, ça s'est présenté pour d'autres raisons que je jugeais prioritaires dans mon enquête, mais il y en a plusieurs qui me le racontent. En fait, c'est vraiment, on encourage les ouvriers à consommer de la viande. Il y a des promos tout le temps affichés, tiens, langue de bœuf, tel morceau, etc., qui est en promotion. Donc non, enfin, chaque fois que j'allais chez un collègue, il y en a même qui avaient 2 congélateurs remplis de morceaux d'animaux. Donc non, c'est vraiment des gros viandards, hein, plutôt, je dirais. Mais c'est logique, si on est végétarien, je pense pas qu'on travaille dans un abattoir. Enfin, je veux dire, quand en général on fait cette démarche-là, c'est qu'on a réfléchi à... ou qu'on a, on a quand même un minimum... comment je dirais ça, on a réfléchi à notre rapport aux animaux au minimum, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps quand on est viandard ou quand on bosse dans un abattoir, parce que sinon on verrait tout de suite qu'il y a un problème avec ce qu'on fait, quoi. Donc non, pas du tout. Oui, donc par rapport à Mauricio, qu'on a vu à la télé, c'est le monsieur qui travaillait donc à l'abattoir. Je pense que la question était tournée dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en a qui réalisent ce qu'ils font et s'ils ont une certaine conscience à un moment donné ou pas du tout? Non, pas dans les gens que j'ai rencontrés, ou que ce soit du côté de mes collègues ou des tueurs à qui je suis allé parler, les 5 tueurs à qui je suis allé parler. Il y a vraiment... déjà Mauricio, voilà, c'est le seul à avoir fait ça. Et d'ailleurs, même dans son abattoir, il y a eu un collègue et ami qui lui a dit qu'il était fier de ce qu'il avait fait. Voilà, il y en a eu un, quoi. Donc ça montre un peu l'état d'esprit. Il y a plusieurs... En fait, ce qui est compliqué, c'est que bon, il y a vraiment beaucoup de gens très différents. Il y a des gens très jeunes, il y avait beaucoup de Maliens et de Roumains où j'étais, qui comment dire, certains Roumains au bout d'un moment s'installent, parlent français, mais il y en a d'autres qui viennent d'arriver, qui eux sont totalement déconnectés enfin voilà, ils ont pris le premier job dans lequel on leur filait un salaire du moment qu'ils se pointaient de telle heure à telle heure. Il y a des gens qui sont des tâcherons, qui ont un statut très spécial et ancien, où ils sont payés au nombre de tâches qu'ils font à la journée. Donc il y en a qui sont en CDI, il y a 40% d'intérimaires, avec des statuts très différents, des âges très différents. Il y a des gens qui sont venus des fermes confirmées, des gens qui sont venus du bâtiment, qui n'ont pas du tout les mêmes âges, les mêmes aspirations. Donc c'est pas du tout un tout homogène, mais disons que la plupart ont un point commun de ne pas vouloir être là. Mais parce que les chefs nous insultent, parce que la cadence est inhumaine, pas forcément, ça vient pas forcément d'un rapport à l'animal qui est occulté vraiment même au sein de l'abattoir. Et donc par exemple quand je parlais à des tueurs et que j'essayais de savoir un peu ce qu'ils pensaient de ce qu'ils faisaient, est-ce que psychologiquement ils avaient des problèmes, est-ce que... J'avais lu pas mal de rapports où des ouvriers font des cauchemars la nuit assez trash. Moi-même j'en ai fait quelques-uns au début, et du coup voilà, c'était vraiment non, il n'y a aucun problème, si, il y a le chef qui m'insulte et j'ai mal là je me suis cassé une fois la clavicule, ou tiens il y a un animal en se débattant qui m'a ouvert, il y en a un le torse. Et en fait, si par exemple on s'intéresse aux travaux de la sociologue Catherine Rémy qui a travaillé sur les ouvriers d'abattoir, elle explique que
la cadence, en fait, le fait de, voilà, dans l'abattoir où j'étais, ils tuent un cochon tous les 20 secondes ou une vache toutes les minutes. Donc il faut imaginer ce que c'est, ce qu'on peut faire en 20 secondes avec un chef qui vous insulte tout le temps, une tâche qui est infaisable, qui est repoussante, que personne ne veut faire. L'animal, à ce moment-là, souvent se transforme en ennemi pour l'ouvrier. Elle donne 2 raisons à ça. Elle dit symboliquement, c'est plus facile de tuer un ennemi qu'un ami. Et deuxièmement, l'animal, en essayant de survivre, complique la tâche déjà inhumaine dans laquelle on a placé l'ouvrier. Et ce que disait la dame en blanc, j'ai pas retenu son nom parce qu'il n'a pas été remis la 2e fois, mais elle expliquait qu'il y a des zones de violence différentes. Elle comparait ça à des zones de guerre ou à d'autres zones. Et en fait, c'est assez juste, c'est vraiment une zone qui est absurde, quoi. Et en plus de ça, c'est tabou. Donc ça rajoute quelque chose à la violence déjà originelle du travail à la chaîne. Donc voilà, après, donc non, pour le rapport à l'animal, c'est vraiment une chosification. Les ouvriers opèrent une chosification, mais qui n'est à laquelle je ne m'attendais pas forcément, mais qui au final n'est que le reflet de ce qu'on leur applique à eux au sein de l'usine. D'accord. Et j'aurais juste une autre question, parce que je t'ai vu donc, dans le reportage sur France 2 il y a quelques mois, et à ce moment-là, tu disais que tu en mangeais encore un peu de viande. Est-ce que tu es devenu végé depuis ou... Végétarien, avec ma copine, on a acheté de la littérature et on est en train de passer totalement au végétarisme, pas encore au véganisme, mais on a commencé par ça, quoi. Ok, un bon début. Merci. Les 2 grands facteurs qui font qu'on est chosifié, c'est la cadence et le tabou pour moi, qui font la particularité d'un abattoir. Donc, le rythme, il permet effectivement, il déshumanise en lui-même. C'est déjà le cas dans des usines classiques. Et dans un abattoir, il s'ajoute plein d'autres choses. Est-ce que tu as eu un retour des ouvriers après l'apparition du livre? Et voilà. Alors oui, en fait, pour des questions juridiques, je pouvais pas les informer avant trop tôt parce que sinon, ça aurait pu, si ça revenait aux oreilles de la direction, elle aurait pu faire un référé pour faire interdire le livre avant même qu'il existe. Mais du coup, j'ai prévenu les 3 ouvriers dont j'étais devenu un peu proche au bout d'1 mois et demi, la veille de la sortie du premier article dans Le Monde, du coup, sur le livre. Et je redoutais surtout l'accueil d'un des 3. Les 2 premiers avaient été intérimaires, donc eux, ils étaient de passage l'été. Donc d'ailleurs, ils ont dit qu'ils trouvaient ça cool. Voilà. Et le 3e, en fait, je redoutais parce qu'il voulait faire carrière dans cet abattoir, même s'il avait mon âge. Et en fait, il avait été viré 1 mois avant. Donc du coup, il a plutôt bien accueilli la nouvelle. Et après, une fois que il y a eu un peu de battage médiatique autour du livre, il y en a 5 ou 6 qui m'ont contacté par Facebook, dont le tatoueur clandestin de la chaîne, qui m'a dit « Ouais, d'où tu dis que je suis clandestin, lol !» Et puis finalement, qui avait bien aimé le livre. Il y en a d'autres qui m'ont fait des retours. Il y a le syndicaliste qui jusqu'à aujourd'hui continue de communiquer avec moi. Il y en a d'autres comme ça. Il y a eu aussi une collègue, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais elle qui m'a dit aussi qu'elle avait bien aimé le livre, mais qu'elle trouvait que j'avais choisi un mauvais prénom d'emprunt. Parce que ouais, du coup j'ai anonymisé tout le monde, j'ai pas fait que anonymiser le lieu. L'idée c'est que je voulais pouvoir raconter sans tabou tout ce que je vivais, ce que je découvrais. Donc de la prise de drogue à plein d'autres choses, des discussions intimes ou raconter l'imaginaire et le vécu en même temps de façon très brute et sans filtre. Et du coup, pas forcément faire ce que fait le L214, qui le fait très bien quand il s'agit de dénoncer ce qui est fait aux animaux en nommant la marque. Moi, c'était pas mon propos, moi c'était vraiment de comprendre ce qui se jouait dans un abattoir comme ça et ce qui jouait entre humains, quelle stratégie on développait, mais sans le théoriser, vraiment par le vécu, quoi. Je voulais juste savoir comment on ne se fait pas démasquer quand on va dans l'entreprise, en posant justement plein de questions, en arrivant avant l'heure, alors que personne n'aime son job. Du coup, comment ça ramène pas... On se tape beaucoup de coups de flip. Il y a eu plusieurs phases un peu bizarres. Déjà le premier jour, où déjà, heureusement que personne n'a relevé ce truc bizarre de quelqu'un qui donne un autre prénom et puis qui raconte une histoire absurde.
Il y a eu, quand je suis allé parler aux tueurs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la chaîne, les tueurs, je les croisais que en bas de ma nacelle, parce qu'ils démarraient la chaîne 45 minutes plus tôt, donc ils commençaient 45 minutes plus tôt, mais ils arrivaient du coup 1h30 plus tôt, pour changer, etc. Et ils n'avaient pas la pause en même temps, et ils passaient et ils revenaient, et moi après j'avais ma pause. Donc je les voyais ni à la pause, ni au début, ni à la fin, puisqu'évidemment ils partaient avant nous. Donc la stratégie que j'ai eue, c'est d'arriver 3 heures avant mon poste, quand on a une journée. Ça, c'est un petit peu grillé. Alors c'est grillé, oui et non, parce que comme c'est une usine de 3000 personnes, avec 20 bâtiments, moi j'étais vraiment que sur la chaîne bœuf, j'arrivais jusqu'à mon bâtiment, tout le monde s'en fout, vous avez votre badge, vous rentrez dans l'usine, et après vous vous baladez sur les 2 millions de mètres carrés. En fait, c'est devenu un peu grillé au bout d'une semaine, c'est-à-dire que je l'ai fait pendant une semaine. Les premiers jours, j'arrivais là avec toujours une excuse nouvelle, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là et tout, tu commences maintenant? Je fais ouais, non mais je me suis trompé, je suis arrivé un peu plus tôt. Je fais, bah, tu commences dans 2 heures quoi. Et donc ça s'est passé les 2 premiers jours. Après j'ai dit que je voulais passer un peu de temps dans la salle à café pour prendre du temps. Donc voilà, les 4 premiers jours ils ont commencé. Après j'ai aussi inventé un jour que j'allais en infirmerie. Et ce qui était vrai, en plus j'étais allé à l'infirmerie pour voir un peu qu'est-ce qu'on me conseillait, parce que j'avais des cloques aux mains et je commençais à avoir des tendinites, qui est un truc très classique sur la chaîne. Et bref, il me parle pendant 4 jours, et le 5e jour, le vendredi, il m'esquive quoi, il me trouve bizarre. Donc là j'ai arrêté d'arriver plus tôt, et j'ai vraiment pu leur parler pendant une grosse semaine ou après dans l'abattoir. Et sinon il y a eu un autre moment où mes 2 personnages, en fait dans le livre je raconte vraiment sur quoi je mens, comment je commence, ce que je vous ai dit, ce que j'imagine, et après les situations que ça crée. Et j'avais entendu parler qu'il y avait un tatoueur clandestin, donc ça m'intéressait parce que il travaillait sur la chaîne, il tatouait d'autres gens de la chaîne, donc évidemment je voulais savoir ce qu'il tatouait, qui il tatouait, comment ça fonctionnait, etc. Donc j'ai commencé à faire le mec qui voulait me faire tatouer aussi. Et on m'a invité un soir à une soirée où il tatouait un autre collègue de la chaîne. Et comme quoi, voilà, en fait, c'est quand on se relâche qu'on peut faire des erreurs. On était 3, donc le tatoueur, le tatoué et moi. Et le tatoué, enfin l'entrain d'être tatoué, je sais qu'il buvait pas mal de whisky et on était chez lui, donc je lui fais bah, si tu veux, je te sers un petit verre de whisky. Et il me fait non, ça fait, faut pas, ça fait coaguler. Donc là, je fais une blague un peu pourrie, je fais ah bah si tu te prends un coup de couteau, t'as intérêt à avoir un flash de whisky sur toi, quoi, ça peut être pratique. Et il fait non, c'est l'inverse. Je fais ah bah alors c'est l'inverse de coaguler. Et là il y a le tatoueur qui s'arrête, il me fait tu sais, il y en a qui ont été à l'école et d'autres à l'usine, hein. T'as été à l'école toi? Et moi je fais ouais, je fais oui. Et là il fait ah bon mais t'as fait quoi comme étude? Donc là je me fais merde, pourquoi j'ai dit oui alors que je suis censé avoir un CAP de maçonnerie. Donc je lui dis bah CAP de maçonnerie, donc là il rigole, il fait ah bah, moi j'ai fait plus d'études que toi, mais c'est bizarre quand même, parce que le soir j'avais pas mes lentilles, j'avais mes lunettes. Parce que je porte jamais des lentilles, donc j'avais mal aux yeux. Et il me fait, mais c'est bizarre quand même, tu trouves pas qu'il dit ça à son pote, tu trouves pas qu'il a une tête plus grosse que son corps? Et lui il fait, ouais, il a un peu une tête de bureaucrate et tout. Et donc il commence à se foutre de ma gueule comme ça, et je me dis, putain, ça me fait marrer évidemment. Et je me dis, ah ouais, en fait, il y a plein de moments comme ça, parfois drôles, parfois qui me font plus peur, si je peux me faire démasquer, mais disons, voilà, quoi, ça aurait pu arriver en fait. Simplement, du premier jour au milieu jusqu'à la fin, où j'invente un truc pour pouvoir partir avant la fin de mon contrat, voilà. Donc, Et du coup, t'es allé jusqu'au bout ou on a su que tu travaillais pour... Non, je suis allé jusqu'au bout. Je voulais rester 1 mois, je suis resté 1 mois et demi pour creuser un peu l'histoire de la tuerie. Et en fait, j'ai écrit le livre. Et j'ai contacté vraiment 7 mois après les salariés la veille de la sortie du livre pour leur dire bon, bah, demain vous allez entendre parler d'un truc quoi. Tu as parlé vite fait de la médecine du travail en fait par rapport aux troubles musculo-squelettiques, aux accidents du travail, etc. Mais est-ce que par rapport à la souffrance psychologique, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que c'est quand même grand, il y a beaucoup de salariés? Je pense qu'il y en a certains qui doivent être déprimés par moment. Je pense que la violence psychologique entraîne beaucoup de séquelles, de conséquences, mais qu'on n'a pas d'instrument pour la mesurer dans les abattoirs. On l'a vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé. Je suis devenu pote après avec Mauricio, que j'ai rencontré dans quelques conférences, qui me racontait
l'ouvrier qui a dénoncé l'abattage des vaches gestantes, qui me racontait que dans son abattoir, ils ont envoyé une psychologue qu'on voit d'ailleurs parler dans un reportage et qui explique qu'elle a un peu halluciné le directeur, en fait, après la révélation des vidéos, pour montrer un peu, vu ce que disait Mauricio sur son état psychologique et son état de fatigue, elle a, le directeur a décidé de faire venir un psychologue dans son abattoir. Et évidemment de faire venir des caméras pour montrer qu'il est fait un psychologue dans son abattoir. Et en fait, la psychologue dit devant lui, bah voilà, je m'aperçois qu'en fait tout le monde chosifie l'animal. Donc il y a le directeur, un chef et elle, et il y a le chef qui fait oui, c'est vrai. Mais on n'a pas non plus accès directement à la parole des ouvriers. Ou alors à chaque fois il y a un chef à côté. Et ça peut transparaître, voilà, il y a le député, le président de la commission d'enquête parlementaire, le député Falorni, qui m'a dit qu'il y avait des ouvriers qui lui ont raconté qu'ils voyaient des humains la nuit dans leur cauchemar accrochés au plafond. Moi j'ai vu aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'enfuient dans les gens pour qui ça devient vraiment dur. Mais qui ne sollicitent pas forcément le médecin du travail. Non, pas du tout. Mais la médecin du travail, en fait, elle est un peu du côté du patron, comme disent tous les ouvriers, c'est-à-dire que elle est censée être indépendante, mais en fait, comme souvent, c'est rattaché... Les salariés du patron, tout ça. Ouais, alors dans les grands abattoirs, elle est salariée du patron, mais normalement, elle est censée être un organisme indépendant, sauf qu'en fait, si elle va pas dans le sens du patron, le patron peut demander à cet organisme de la changer, sinon il change d'organisme. Donc, elle l'est pas, et d'ailleurs on le voit avec ce qu'elle a dit à l'ouvrier en lui disant ouais, c'est pas d'origine professionnelle ta maladie. En fait, elle parle pas à l'ouvrier, elle répète ce que veut le patron, puisqu'en fait les abattoirs payent une cotisation en fonction de leur sinistralité, c'est-à-dire du nombre d'accidents et de maladies reconnus comme d'origine professionnelle. Et donc évidemment, afin de payer le moins possible, ils contestent auprès de la Sécu, c'est-à-dire que c'est la Sécu qui va décider si c'est professionnel ou pas, mais l'enjeu qu'il y a derrière cette contestation, c'est est-ce que c'est l'abattoir ou la société qui paye, pour le dos de mon collègue. Donc l'abattoir conteste quasiment tout, parce qu'ils ont des avocats, ils savent où il y a des failles, et ils savent qu'en contestant un certain nombre de procédures, il y en a certaines qui sont recalées. Et comme c'est en plus un milieu dont tout le monde se fout, qui est totalement tabou, et que depuis un peu de temps qu'on s'y intéresse, c'est plus sur la thématique des animaux, et eux se sentent davantage stigmatisés, alors que paradoxalement, c'est parce qu'on a sorti d'un premier tabou les abattoirs que peut-être il pourrait y avoir des améliorations de leurs conditions de travail. En fait, ça peut paraître absurde, mais en fait non, parce qu'il y a une telle chape de plomb sur les abattoirs qu'on peut voir partout que en fait, paradoxalement, les mouvements animalistes pourraient presque amener indirectement des améliorations pour les ouvriers, très indirectement. Mais bon, ça évidemment, ils ne le voient pas du tout comme ça. Oui, ou après, ils s'inspirant des grandes surfaces, où de plus en plus le mal-être des salariés est pris en compte aussi. Mais c'est pas parti pour. C'est pas parti pour. Et du coup, il y a eu des retours de la part de la médecin du travail sur le livre? Non, mais il y a eu un retour du chef de la chaîne qui a dit... Donc il faut savoir que moi, mon abattoir, il fait 1 milliard de chiffre d'affaires par an. C'est vraiment un très gros abattoir. Et à l'intérieur de ça, il y avait la chaîne bœuf. Et le chef de la chaîne bœuf, donc, qui dirige entre 150 et 200 salariés, a convoqué tout le monde dans la salle de pause après l'apparition du livre. Ça, c'est le syndicaliste qui m'a raconté ça par Facebook. Et il a dit ouais, on s'est tous fait baiser, moi le premier, j'ai que du mépris pour ce journaliste. Voilà, donc il me racontait un peu ça. C'était le seul qui était vraiment énervé. Après, les salariés, mes collègues, eux, ils ont tous trouvé que... Enfin, comment dire, c'était assez juste de parler de ce qui leur arrivait pour une fois, plutôt que de voir juste de temps en temps sortir du néant du tabou une petite vidéo où on voyait l'un d'eux poignarder un animal, quoi. Tu as parlé de millions d'animaux, tu sais d'où ils venaient? Pour cet abattoir, beaucoup d'éleveurs bretons. Après, il n'est pas impossible que, vu que la législation dit que les transports peuvent transporter normalement, même si c'est pas respecté, des animaux que pendant 8 heures, théoriquement ils sont censés venir c'est ce que m'a dit un chef depuis des transports qui sont à 8 heures de l'abattoir, mais bon, c'est une telle quantité que je pense que ça doit venir parfois plus loin même que la Bretagne, mais principalement c'est quand même des éleveurs bretons. Et c'est des cochons du coup qui sont tués le plus massivement dans l'abattoir. Beaucoup plus que les bœufs. 8500 par jour cochons.
Je pense que non, c'est que des cochons français par contre. Tu parlais du syndicalisme. Et justement, je me posais la question de savoir, enfin déjà on n'entend jamais parler de grève dans ce abattoir, alors que ça aurait un poids énorme. Donc quels sont les syndicats qui sont représentés? Sont-ils vraiment bien représentés ou sont-ils achetés par les dirigeants d'abattoirs? Ça dépend des abattoirs. Je sais qu'à côté de mon abattoir, il y avait un très gros abattoir, je crois que c'était de la Socopa, qui était en grève depuis 1 an. C'était une situation totalement ubuesque parce que en fait, les pires des abattoirs, c'est les abattoirs souvent dans les gros qui sont détenus par des coopératives d'éleveurs. Parce qu'à la fin, ils sont tellement pris à la gorge au niveau argent qu'ils n'ont plus les moyens d'investir. Donc c'est un serpent qui se mord la queue, ils rénovent pas l'outil, donc ils tuent moins de bêtes que les autres, donc ça revient plus cher, donc ils exploitent moins des bouts d'animaux ici ou là. Et à la fin, ça devient de moins en moins rentable. Il faut savoir quand même, pour que vous ayez une idée, c'est que d'après un rapport du ministère de l'Agriculture de 2011, le prix de revient du kilo carcasse d'un bovin pour un abattoir, on dit kilo carcasse parce que on utilise les os, les tendons pour faire des bonbons, enfin des cosmétiques, des savons, la graisse aussi. Donc tout est utilisé quasiment. Enfin non, il y a quand même une bonne partie qui est jetée, mais disons que beaucoup de choses sont utilisées. Ce prix de revient pour un abattoir en moyenne, hein. Les gros c'est un peu plus, mais disons que la moyenne nationale c'est 0,08 € kilo carcasse. Et ils perdent de l'argent sur les cochons. Donc il faut savoir que dans les coopératives agricoles comme ça, c'était un très gros abattoir, ils étaient en grève contre leur propre, contre un directeur qui sont censés eux-mêmes pouvoir nommer par le conseil d'administration, mais qu'ils n'arrivaient pas à déloger. Et c'était vraiment une situation ubuesque parce que des élus demandaient à ce que le directeur change sa politique. Tous les syndicats étaient en grève et ça ne changeait pas depuis 1 an. Et dans l'abattoir où j'étais, il n'y avait pas eu de grève depuis 10 ans. Il y avait 40% d'intérimaires, donc qui eux déjà font aucune revendication et disparaissent assez vite dans la nature. Il y a tous les syndicats quasiment qui sont représentés, mais bon, ils se battent. En fait, on part de tellement loin dans un abattoir, dans la façon dont les hommes sont traités, c'est-à-dire que c'est pas du management. Moi, j'ai été insulté plein de fois par le chef pour rien, quoi. Et en plus, il m'a même accusé une fois de faire un truc que j'avais pas fait, de soi-disant piquer à chaque fois des filets de viande. Et donc je faisais perdre de l'argent sur un morceau noble. Et après on s'est aperçu que ça venait d'un poste ou 2 avant moi. Mais il s'est pas excusé du tout pour ça, hein. Il m'a envoyé chier quand je lui ai dit, voilà, tu vois, c'était pas moi. Mais il m'a évidemment pas dit, ah pardon, excuse-moi. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Donc on part de tellement loin que parfois les syndicats, ils se battent pour avoir une bouteille d'eau qui est bien amenée à telle heure et pas quand on est en train de transpirer 1 heure après. Ben, voilà, ce sont des détails un peu comme ça, quoi. En tout cas là où j'étais. Au départ, souvent, ils donnent un CDD de 2 semaines, comme ça ils peuvent voir. En fait, du coup, après je l'ai renouvelé, mais en gros, l'entretien d'embauche, j'en ai pas parlé, mais en fait, c'est de voir si on a la peur du sang ou pas. Parce que d'ailleurs, Sébastien Arsac, dès le 214, m'avait dit avant, il m'avait d'ailleurs conseillé sur mon CV d'ajouter que j'étais fils d'éleveur, ce que j'ai fait. Et du coup, ça permettait dans leur tête de se dire « Ah, tiens, il a vécu dans une ferme, tiens, il a déjà vu des mises à mort, tiens, il a peut-être pas peur du sang. » Et vraiment, moi, c'est une des questions qu'on me pose avant même de m'emmener sur la chaîne. Et avant de m'embaucher, on m'emmène à la tuerie. Donc j'y suis allé le premier jour avant qu'il y ait un mur même. Et on égorge plusieurs vaches devant moi en m'observant et en me demandant si ça va 3-4 fois. Voilà. Donc c'est vraiment le critère d'embauche. Et donc voilà. Donc une fois qu'on a passé 15 jours, il y en a plein qui partent ou qui restent, voilà. Et c'est facile de le faire renouveler. D'ailleurs, ils m'ont proposé, je crois, 2 mois et demi derrière. C'est pour ça que j'ai dû rupturer ce 2e contrat avant son terme. On va conclure là. Vous pouvez continuer à échanger si vous voulez à l'extérieur. En tout cas, merci pour ton livre. Merci pour l'invitation. Pour ce travail qui met en lumière beaucoup de choses obscures. Et juste pour bien matérialiser la chose, 1 milliard d'animaux abattus en France, hors animaux marins. Hors poisson, ouais, sinon Voilà, c'est 17 milliards. Voilà, sinon là, c'est même plus la peine de compter. C'est 35 animaux par seconde en fait, qui sont tués. Toutes les secondes, tous les jours. 35 animaux qui sont tués pour être mangés. Donc ça donne un aperçu de l'énormité de la chose.
Voilà, merci à tous et bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée.